On va démarrer tranquillement. Donc, tout d'abord, un petit slide pour remercier tous les sponsors, hein. Moi, je suis grenoblois et j'étais plutôt organisateur de conférences. J'ai passé la main après 10 ans quand même, c'était déjà une bonne durée. Donc, on a absolument besoin des sponsors dans les conférences, donc c'est vraiment super d'en avoir autant. Voilà, des gens qui ont envie de soutenir ces initiatives, de faire les conférences agiles, etc., etc. Ça, c'est toujours compliqué. On a vraiment besoin d'eux. Donc, un grand merci à tous ces sponsors. Moi, pour me présenter, donc, à part le fait que je suis grenoblois, je suis coach agile, comme on dit. Alors, j'aime bien mettre ça en un seul mot. Comme ça, comme le mot n'existe pas, je peux mettre à peu près la définition que je veux. Donc, ça fait maintenant plus de 15 ans, effectivement, 16 ans que je fais de l'accompagnement, de la formation, etc. Je parle dans beaucoup de conférences. Voilà. J'ai des choses à dire, j'espère qu'elles intéressent des gens. Voilà, donc, et puis je suis indépendant. Et puis, j'ai un petit peu travaillé également sur des livres, donc soit co-auteur dans 2 éditions de Rupture Douce, et puis aussi créateur de jeux, Animagile et un petit jeu de cartes qui permet à une équipe effectivement de mieux se comprendre avec une métaphore animale. Et donc les jeux, moi je les utilise beaucoup. Voilà. Pour vous donner une idée, ma fille, quand elle avait 14 ans, une de mes filles, pardon, quand elle avait 14 ans, discutait avec une copine de ce que faisaient leurs parents. Et ma fille dit à sa copine, mon père, il est payé pour jouer. Et, et là, la copine lui répond, il faut faire quoi comme étude? Parce que c'est vrai qu'à 14 ans, on se pose encore des questions, effectivement, sur qu'est-ce qu'on peut faire comme étude. Voilà. Donc, j'utilise énormément les jeux. Et aujourd'hui, nous allons effectivement parler de jouer pour travailler. Alors, on oppose très souvent jouer et travailler. Je me rappelle, il y a un film qui s'appelle Mathilda, alors qui est vieux, qui a bien une vingtaine d'années. Et c'est une petite fille qui a un peu des pouvoirs magiques, bref. Et puis qui, dans la salle de classe, sur le tableau, au-dessus du tableau, c'est marqué If you are having fun, you are not working. Donc si vous prenez du plaisir, c'est que vous ne travaillez pas. Donc voilà, le message était dans la classe pour bien insister sur le fait qu'il y a bien une opposition entre le plaisir, jouer et travailler. Alors effectivement, on les oppose parce que voilà, jouer, naturellement, on va penser que c'est du plaisir. Travailler, voilà, on pense que c'est un effort. Donc donc on va naturellement les opposer. On peut également aussi se dire que quand on joue, on est plutôt désintéressé. Et pour travailler, on peut associer ça à de l'argent. Ça peut être un gain d'argent, par exemple. Voilà. Donc, effectivement, désintéressé à argent, ça s'oppose aussi assez naturellement. Et la troisième opposition, c'est que souvent jouer, on va penser à du loisir. Donc, à quelque part, pas de résultat concret. Et bien sûr, si on travaille, c'est qu'on veut avoir un résultat concret. Donc, on a toutes les raisons d'opposer les termes jouer et travailler. Si je le regarde comme ça, en simplifiant un petit peu. Et pourtant, on a dans le passé, voilà, il y a quand même un certain temps, Platon disait, on peut en savoir plus sur quelqu'un en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Donc ça, c'est quand même intéressant. Hein, et voilà. Et le contraire du jeu n'est pas le travail, mais la dépression. Quelqu'un qui s'appelle Stuart Brown, que j'adore, pardon, ça ne devrait pas passer. Voilà, désolé. Quelqu'un qui s'appelle Stuart Brown et que j'aime beaucoup, donc qui a beaucoup travaillé, théorisé des choses sur le jeu. Voilà. Donc, avec 2 petites formules comme ça, il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres, hein, mais ces petits dictons, effectivement, on s'aperçoit que qu'il ne faudra peut-être pas opposer jouer et travailler, puisqu'on peut avoir des choses intéressantes via le jeu. Donc, la question que s'en pose, c'est pourquoi jouer? Alors, pas pourquoi jouer en 2 mots, mais bien en 3 mots. Pourquoi jouer en 2 mots? Ça serait expliquer l'intérêt voilà, du jeu, etc., les mécanismes, que ça fait vivre, etc. Moi, je vais vous parler plutôt de résultats. D'accord? Alors, il y a effectivement la première chose, on peut jouer pour le plaisir. Alors, on peut discuter, est-ce que les gens qui se roulent dans la boue en se mettant les uns sur les autres, ils prennent du plaisir? Pour l'avoir déjà fait, oui. Oui, si je peux vous confirmer qu'on peut prendre du plaisir, même dans ces situations-là. Voilà, on est aussi content quand ça s'arrête, faut être honnête. Mais donc on peut vraiment jouer, donc peut-être pas pour un résultat qui est vraiment un résultat personnel, d'accord, c'est quelque chose qui nous ferait plaisir. On peut jouer bien entendu pour apprendre.
Donc, il y a énormément de jeux, en particulier dans l'agilité, beaucoup de jeux qui sont pratiqués lors des formations. C'est tout ce qu'on appelle, par exemple, l'apprentissage cognitif. Là, je suis sûr que la petite fille est en train d'apprendre énormément de choses en jouant avec son père. D'accord. Elle est en train d'apprendre effectivement que l'eau et le sable, ça permet de faire des constructions, ça a une certaine solidité, etc. On peut faire certaines formes, on peut être créatif, etc., etc. Donc, dans l'apprentissage cognitif, donc l'apprentissage en faisant, en touchant, etc., etc. C'est très très intéressant effectivement de jouer parce qu'on va beaucoup apprendre. Et en plus, on ne se rend presque pas compte qu'on travaille, puisque pour apprendre, il faut travailler. Mais on peut effectivement apprendre en jouant. Donc, c'est intéressant. Et le sujet de cette conférence, c'est vraiment orienter le jeu pour obtenir un résultat. D'accord. Donc, on va vraiment, je vais vous partager un certain nombre d'expériences réelles, puisque c'est des choses que je pratique, que j'ai pratiquées ces dernières années. Comment j'utilise des jeux, effectivement, pour obtenir un résultat. Alors, on a deux aspects. Avant de rentrer dans le détail vraiment des jeux que j'utilise dans mon coaching agile, on pourrait imaginer il y a des gens qui le font, on utilise le jeu en fait pour changer les comportements des personnes. Et je vous ai mis quelques exemples parce que je trouve ça intéressant effectivement de voir que par le jeu, on peut effectivement changer la façon de percevoir des choses, voire même inculquer peut-être certains bons principes à certaines personnes. Donc c'est peut-être ce qu'on appelle aussi la gamification, j'appelle ça ludification. La gamification de quelque chose permet effectivement d'aider à sa mise en œuvre. Alors il y a certaines choses que vous connaissez peut-être déjà. Donc, par exemple, ici, il y a une étude qui avait été faite, c'était dans un pays nordique, et ils avaient regardé effectivement les containers à bouteilles. Et il y avait, alors ça c'est un peu excessif, mais on pouvait avoir ce type de photo. Donc, les containers sont bien là. Alors, c'est possible qu'ils soient pleins, voire les gens étaient un peu feignants. Déjà, ils ont amené les bouteilles aux containers. Je ne veux pas en plus passer un certain temps pour les mettre dans les containers. Donc, ils s'étaient dit, les gens laissaient traîner les bouteilles. Voilà, c'est quand même dommage. Donc, ils se sont dit, pourrait-on ludifier cette activité pour inciter les gens à mettre les bouteilles dans les containers? Alors, ils ont tout simplement créé une machine. Voilà, là, la machine, elle a 6 ouvertures. Et puis, en fait, vous appuyez sur un bouton. Il y a une petite lampe au-dessus des ouvertures, de chaque ouverture qui s'allume. Alternativement, il n'y en a qu'une qui est allumée à un instant T. Et si vous mettez une bouteille à ce moment-là, eh bien, effectivement, vous marquez 100 points. Et donc, vous pouvez faire des compétitions avec des amis, etc., pour essayer de marquer de plus en plus de points. Donc, les gens se retrouvent, ils amènent leurs bouteilles et ils les mettent dans le container en jouant et en faisant des compétitions. Alors, petit effet de logistique, effet de bord logistique, j'ai envie de dire, il a fallu que la ville en question prévoie de ramasser cette poubelle 7 fois plus souvent que les autres containers, enfin ce conteneur, 7 fois plus souvent, puisque il était nettement plus rempli que les autres. Donc, les gens venaient, il n'y avait plus une bouteille par terre. Et par la ludification, voilà, on incitait les gens à aller jusqu'au bout de leur démarche de récupération. Donc ça, c'est une manière de ludifier les comportements. Deuxième chose qui est intéressante, on a par exemple des routes sur lesquelles on veut limiter la vitesse pour réduire les accidents, etc., 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 ou parfois pour que ça soit plus fluide. Et donc, bien sûr, on va mettre des contrôles radars. Donc, en fait, on va mettre des systèmes coercitifs qui vont choper les gens qui vont trop vite. Et on espère que le résultat, c'est que les gens vont réduire leur vitesse puisqu'ils ne veulent pas être chopés par le radar. Donc c'est vraiment la peur de la police. On peut imaginer autre chose pour réduire la vitesse. On pourrait imaginer un radar qui mesure votre vitesse. Et si votre vitesse est inférieure à une certaine limite, on mémorise votre plaque d'immatriculation et tous les mois, on tire au sort une plaque d'immatriculation et la personne gagne 100 €. Donc, on est complètement dans un schéma inversé. Au lieu d'être coercitif, de sanctionner et puis d'être dans la répression, on est sur l'incitation. Alors, on est un peu sur la gamification et sur cette route où ils ont mis effectivement cette loterie, ils ont vu la vitesse qui a été réduite de 17%. D'accord, d'une façon globale. Parce qu'en fait, les gens, bien entendu, c'est comme dans un vrai radar, ils ralentissaient peut-être pour pouvoir
participer à la loterie, mais en fait, ils gardaient, au lieu de réaccélérer, souvent après les radars, les gens réaccélèrent. Et là, en fait, les gens se disaient, finalement, je garde la vitesse. Et globalement, sur toute l'avenue, ils avaient eu une belle réduction de la vitesse de la voiture. Même idée, la gamification, un peu de ludification. Je sais ce que je veux obtenir. Donc, j'ai un résultat concret ici. Je veux réduire la vitesse des voitures. Et je ne le fais pas je le fais avec une loterie, avec un tirage au sort, etc. Donc, une ludification de quelque chose. Je vais continuer sur les ludifications. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui date d'il y a quelques années, mais qui est intéressant. Il y a un constat assez simple. Quand vous avez en sortie de métro un escalier et un escalator, il est fortement probable que l'escalator soit plein. Passe sur l'escalier ceux qui veulent aller plus vite, qui ne veulent pas attendre parce qu'il y a quand même une queue qui se fait au pied de l'escalator, etc. etc. Voilà. On se dit, ça serait bien pourtant que chaque personne fasse un petit peu de sport, entre guillemets. Monter un escalier, on ne va pas dire que c'est beaucoup de sport, mais voilà, ça pourrait participer. Ça pourrait participer à la bonne santé, des personnes. Et donc, ils se sont dit, comment pourrait-on ludifier? C'est toujours ce fun théorie. Et donc, ils se sont dit, et si on faisait un piano sur l'escalier? Donc, ils ont dessiné un piano et ils ont mis un système. C'est quand on appuie sur la marche, donc la noire ou la blanche, ça fait vraiment une note. Donc il y a un petit haut-parleur, etc. Et ça fait une note. Donc ils ont mis ça en place. Et quelques temps après, on commence à voir effectivement des gens qui montent par le piano, qui n'utilisent plus l'escalator. Voilà. Et on a vraiment petit à petit, alors, il y a toujours des gens qui prennent l'escalator, mais une grosse majorité des gens aiment bien faire de la musique. Et on a même quelques vidéos sympas où des gens sont. C'est pas les périodes de foule. Et on a quelqu'un qui joue une petite musique sur le piano en bougeant de marche en marche. Toujours pareil, si on ludifie, on peut peut-être inciter les gens à changer leur comportement sans qu'ils aient l'impression que ça soit une contrainte. On leur a pas dit, vous devez prendre l'escalier. On leur a fait en sorte qu'ils aient envie de prendre l'escalier. Donc ça, c'est important dans tous ces aspects ludification. Des choses assez connues aussi, qui sont la poubelle. Donc vous avez parfois dans des poubelles, et puis les gens jettent, et je ne sais pas vous, peut-être certains d'entre vous, j'espère la grande majorité, quand vous ratez la poubelle, vous allez récupérer ce que vous vouliez jeter et vous le mettez dans la poubelle. Vous avez peut-être tous vu qu'il est arrivé que des personnes, par vous bien sûr, visent la poubelle, la ratent et continuent leur marche. Donc, déjà, ils ont fait un effort, ils ont jeté le truc vers la poubelle. C'était déjà pas mal, je veux dire, on ne peut pas leur demander plus. Donc, ils ont inventé une poubelle sans fond. Donc, c'est une poubelle où quand vous passez quelque chose par l'ouverture, ça déclenche un petit bruit, ça fait piou. Et ça dure assez longtemps, et le bruit est de moins en moins fort. Et donc, en fait, ça incite vraiment les gens à acheter des choses, à regarder, parce qu'ils cherchent à comprendre. Ce qui est intéressant aussi, c'est voir les comportements. Il y a ce couple-là qui a demandé à leur gamin, va ramasser le papier, jette-le dans la poubelle. Donc, on a même, en fait, dans ce parc, autour de cette poubelle, sur plusieurs dizaines de mètres, il n'y a plus un seul déchet. D'accord ? Voilà. Dans les autres poubelles du parc, ce n'est pas toujours le cas, mais celle-là, en tout cas, il y a un côté ludification, il n'y a plus un seul déchet. La même chose que pour les containers, il faut vider cette poubelle 5 à 6 fois plus souvent que les autres poubelles du parc, puisque les gens viennent s'amuser à acheter quelque chose dans la poubelle. Voilà, donc ça peut être un côté éducatif, d'accord. À la limite, si les enfants régulièrement, avec les parents, ils prennent l'habitude d'aller ramasser un déchet, de le mettre dans la poubelle, ou s'ils ont un déchet eux-mêmes, de le jeter dans la poubelle, même si la poubelle ne fait pas de bruit, on peut espérer que ça soit rentré, pas dans leur gène, mais ça soit rentré dans leurs habitudes, et donc qu'ils le fassent ultérieurement. D'autres petites choses qui sont connues, par exemple celle de droite, vous l'avez peut-être déjà rencontrée, c'est plutôt pour éviter d'avoir les mégots par terre, on demande de voter. Et là, c'était qui est le meilleur player, donc Ronaldo ou Messi. Et les fumeurs, effectivement, au lieu de jeter leurs cigarettes par terre, mettent soit à droite, soit à gauche. Ça marche en général, mais ça ne marche pas longtemps. C'est pareil pour les autres, ça ne marche pas forcément très longtemps. Quand les gens ils ont mis leur cigarette une ou deux fois, qu'ils ont voté, si c'est toujours le même vote, parce que c'est pas facile de changer les votes, il y a une lassitude qui arrive très très vite sur cette ludification. Mais bon, c'est toujours quand même quelques cigarettes qui ont été mises dans un container plutôt que d'être mises par terre. C'est toujours ça de gagner. Il n'y a pas que des grandes victoires, il y a aussi plein de petites victoires.
Donc ça, c'est j'aime beaucoup celui-là. Nous sommes à une station de bus. Dans la station de bus, il y a donc de tram en fait. Et dans la station, il y a des gens de part et d'autre de la station qui attendent. Et généralement, ces gens-là ne parlent pas entre eux, hein, puisqu'en plus, il y a toute la distance des deux trams. Et donc, l'idée, c'est de mettre un projecteur et de proposer un jeu. Donc là, le jeu en question, c'est un Pong. D'accord, un Pong, hein, c'est un jeu qui date, c'est un des premiers jeux qui était sorti. Donc c'est simplement une petite bille blanche et vous avez des raquettes. Hein, ça s'appelait le Pong, c'est le nom d'origine. Après ça s'est appelé tennis, etc. Mais voilà. Et donc on peut tout à fait effectivement avoir ça. Donc on a la petite balle qui est au milieu, on a les joueurs qui sont sur le bord et c'est eux qui déplacent la raquette. D'accord. Et donc la vidéo est excellente. Vous les voyez faire des grands mouvements pour essayer de mettre la raquette en face de la balle quand la balle arrive chez eux. Et bien entendu, il y a des gagnants, il y a des perdants, etc. Et ça fait plaisir. Et donc, ça a provoqué un peu de convivialité. Ça a provoqué effectivement voilà, des sourires, du plaisir, de l'échange, etc. On ne peut pas dire qu'il y a un résultat qui soit matériel hein, dans cette pratique, mais c'est intéressant. Voilà. Là, on est plutôt peut-être pour le plaisir. Voilà, ils vont peut-être avoir aussi l'occasion de discuter. Et c'est quand même assez sympa. Donc voilà. Et on a des choses qui existent. Si vous avez des tâches à faire, vous avez votre to-do list, etc., et qu'elle est un peu rébarbative, vous pouvez tout à fait la ludifier. Il y a des outils qui existent. Alors, j'ai pris celui-là. Il y en a d'autres. Hein. Je ne veux pas particulièrement faire la promotion, mais un peu comme si vous aviez un petit personnage et plus vous lui faites faire des tâches, vos tâches en fait, vous gagnez des points, vous progressez, vous gagnez des pouvoirs, vous gagnez des objets, etc. On est dans Donjons et Dragons, là, tout va bien de ce côté-là. Et donc, c'est une façon différente de faire la même chose, hein, mais quelque part avec un petit peu de ludification, de moins avoir le sentiment que c'est une peine. Voilà. Et deux dernières choses que je vais vous montrer. J'adore adoré, Alexis a démarré sa conférence par un petit trait qui était horizontal et qui se remontait sur les deux bords. Et beaucoup de gens ont vu effectivement un sourire. Moi le premier. Et là, donc, c'est un magasin. Donc, il y a quelqu'un qui se présente au magasin et voici la tête qu'il a. Donc, voilà. Et sur le côté du magasin, on a un petit écran sur lequel il y a un bonhomme qui fait la tête. Et effectivement, le magasin, l'animation du petit bonhomme, c'est qu'il passe d'un bonhomme qui fait la tête à un bonhomme qui fait un sourire. En gros, le message qui est passé, c'est que vous voulez que la porte s'ouvre automatiquement, souriez. Alors, ça paraît un peu bizarre, mais c'est intéressant. Et donc, bien entendu, la personne sourit. Il peut rentrer dans le magasin. Alors, c'est un sourire un peu forcé, parce que quand sourire sous commande, c'est pas toujours facile. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il est rentré dans le magasin, lui, comme d'autres, eh ben, il garde le sourire. C'est-à-dire que le fait d'avoir créé l'événement, d'avoir créé ce sourire, les gens le gardent dans le magasin, donc voilà, c'est un côté plaisir, c'est un côté voilà, c'est le résultat ici, c'est simplement la force du sourire, faire plaisir, et c'est intéressant. Alors sur le sourire, il y a d'autres expériences qui sont intéressantes. Ça, c'est des gants de cyclistes sur lesquels on a mis un sourire et ça permet aux cyclistes simplement quand une voiture le laisse passer, etc. Et ben s'il dit merci, si on est vitre fermée, etc., ça ne marche pas. Et effectivement, ça lui permettrait comme ça de dire merci avec le sourire. Et pareil, il y a quelques vidéos effectivement qui montrent, alors parce que les vidéos sont un peu marketing sûrement, mais qui montrent voilà, que les gens apprécient de recevoir un petit sourire quand ils ont simplement laissé passer le cycliste parce qu'ils devaient le laisser passer. Hein. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a une dernière chose sur le sourire que j'aime beaucoup, c'est une étudiante américaine qui a dit à tous les autres étudiantes et étudiants de sa classe qu'elle allait les prendre en photo, qu'elle avait envie de faire un montage photo, etc. Et en fait, elle a filmé. Pendant qu'elle prenait en photo, elle filmait. Et donc, les premières photos, à chaque fois à gauche, c'est la personne qui se présentait pour faire la photo. Et dans la discussion, parce que c'était aussi filmé, dans la discussion, elle dit aux personnes, mais voilà, elle dit je ne photographie que des choses que je trouve jolies. Et elle dit aux personnes, en gros, vous êtes jolies. Et là, il y a un sourire
parfois une main sur le visage parce que quand on vous dit des choses très positives, parfois c'est difficile, on n'a pas l'habitude. Donc on dit non, c'est pas pour moi, etc. Et ils se mettent tous à sourire. C'est assez extraordinaire. Donc juste en disant aux gens qu'ils sont jolis. Voilà. Et moi je me dis, les rétrospectives, Agile, est-ce que ça ne serait pas ça aussi? Est-ce qu'on pourrait effectivement, bien entendu, prendre du feedback, etc. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas juste dire on est content de ce qu'on a fait, vous avez fait du bon boulot, etc. Et si l'équipe souriait, à mon avis, elle serait encore plus efficace. Voilà les idées que l'on peut travailler sur la gestion du comportemental. Alors maintenant, on va aller voir effectivement la ludification du travail. Donc là, je rentre dans le milieu professionnel. Hein. Moi, j'accompagne beaucoup d'entreprises qui font soit du logiciel, soit des développements matériels. Je mets donc de l'agilité en place. Et donc, on peut faire des choses. Donc, la première chose que l'on a fait, vous connaissez les réunions classiques. Bon, aujourd'hui, maintenant, on est à distance, mais bon, vous avez quand même fait peut-être encore plus de réunions classiques en présentiel que de réunions à distance encore. Dans les années qui viennent, je ne sais pas. Voilà. Et cette réunion, les gens sont dans la pièce, ils ont leur PC ouvert. Est-ce qu'ils sont dans la réunion? Est-ce qu'ils ne sont pas dans la réunion? J'imagine que les 3-4 qui sont au bout ont l'air effectivement d'être dans la réunion. Il y a manifestement à gauche une deuxième réunion qui se fait parce qu'il y a une discussion, voilà. Et puis à droite, on ne peut pas dire qu'ils soient dans la réunion. Donc la forme la plus simple de ludification d'une réunion, effectivement, c'est de mettre des post-it. D'accord? Ça, cette réunion-là, c'était assez simple. C'est un directeur d'une unité qui faisait une réunion avec ses managers. Et puis, il y a un moment dans la réunion, on avait convenu de ça. Il m'a fait un petit signe parce qu'il trouvait que la réunion s'encroutait, en fait. Et donc, moi, bien entendu, j'ai demandé à tout le monde de se mettre sur les murs. J'ai sorti les post-it et j'ai dit, voilà, la discussion qu'on avait là, on va continuer à l'avoir, mais sur le mur. Donc, vous allez faire des catégories. Je ne rentre pas dans le détail. Et c'est assez génial parce qu'il y a quand même un des participants qui est venu avec son PC portable dans la main. Il s'est approché du mur avec son PC portable parce qu'il fallait bien qu'il continue ses mails. Hein. Il est en réunion, mais il a autre chose à faire. Et donc, bien entendu, moi, dans l'autre main, je lui ai mis un crayon et des post-it. Et donc, il était embêté. Il est allé poser son PC. Il faut voir jusqu'où les gens sont prêts à aller. C'est quand même intéressant. Donc, ça, c'est des choses à la volée. C'est juste pour profiter d'un moment de brainstorming. C'est vrai qu'il y a des réunions qui s'y prêtent plus, clairement, à l'animation post-it que d'autres. Après, vous pouvez utiliser des techniques différentes. Ici, c'est une fleur de lotus, enfin voilà, mais peu importe sur la technique. Et là, c'est simplement un tableau d'avancement d'un projet et on peut avoir un certain nombre de choses. Donc ça, pour moi, c'est la première forme de ludification. On peut tout à fait faire réfléchir les gens différemment. Le tableau de suivi avec des post-it, on pourrait avoir le même avec n'importe quel outil, on pourrait avoir le même avec un fichier Excel, on pourrait avoir des choses pareilles. C'est vrai que les gens qui sont debout, qui se déplacent, qui viennent déplacer un post-it, etc., c'est quand même, ça crée une belle dynamique. Alors, est-ce que c'est de la ludification? Moi, je considère qu'à partir du moment où on met un post-it sur un mur, on commence à s'amuser. Voilà, vous avez peut-être une vision un peu différente des choses, mais voilà. Bien entendu, on peut aussi animer des séminaires quand on a énormément de personnes. On pourrait avoir des énormes murs, ça c'est les murs de post-it des protestations à Hong Kong, c'est assez intéressant. Là, aujourd'hui, maintenant, on est en distanciel. On peut imaginer la même chose. On a quand même des outils qui permettent de bosser. Donc ça, c'est un séminaire pour 160 personnes qui va se dérouler la semaine prochaine. Et on s'aperçoit qu'on prend un outil. Forcément, ça ne peut pas être des post-it sur les murs. Mais on peut même y trouver certains avantages. Quand vous avez un écran comme ça, quand vous avez un outil, vous pouvez avoir 160 personnes qui manipulent sur l'outil. 160 personnes qui manipulent sur un mur de post-it, c'est juste pas possible. D'accord? Donc, on va donner, et puis 160 personnes vont accéder à l'information, ils peuvent zoomer sur une partie. C'est très facile. Sinon, s'il y a plein d'informations sur un mur, il faut qu'ils se déplacent. Et puis, s'il y a plein de personnes devant eux, ils ne pourront peut-être pas se rapprocher. Donc, on peut s'apercevoir même que le travail à distance, dans certaines conditions, dans certains cas, peut être un avantage plutôt que d'être en présentiel. Voilà. Attends, moi, je prends une petite préférence, une grosse préférence pour le présentiel parce que les contacts humains sont quand même nettement plus riches en présentiel qu'en distanciel, mais on peut faire des choses intéressantes. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est coincé chez nous que l'on est obligé de faire des choses très descendantes. En plus, le côté terrible des réunions à distance, c'est que les gens sont forcément derrière leur PC, donc ils ont accès à tous leurs réseaux sociaux, leurs mails, etc.
Voilà. Et puis, bien entendu, il suffit qu'ils coupent leur caméra et leur son. Donc, vous ne savez pas ce qu'ils font. Avant, en réunion, ils faisaient pareil. Hein. Ouais, d'accord, ils faisaient pareil. Mais ça se voyait un petit peu plus. Vous pouviez faire une remarque. On peut imaginer d'autres choses. Moi, il y a quelques années, j'ai dû travailler pour une entreprise. Ils voulaient travailler sur leur futur roadmap sur les 5 prochaines années. Et pour ce faire, ils avaient un séminaire de direction qui était prévu et sur lequel, pendant 5 jours, ils allaient mettre en fait sur la table les 150 projets de toute l'entreprise. Alors, il y avait aussi des usines de fabrication réparties en France, en Europe, etc. Donc, un gros truc. Ils allaient poser tous les projets, etc. Et puis, ils allaient essayer de faire une sorte de priorisation et de planifier leur roadmap pour les 5 ans à venir. En bon agiliste, je me dis planifier avec 5 ans d'avance, compte tenu de toutes les incertitudes que l'on peut avoir sur ce qui va se passer, la réalité du terrain, est-ce que les projets vont coûter ce qu'on a prévu qu'ils coûtent, vont durer ce qu'on a prévu qu'ils durent, etc. Donc en gros, il y a assez peu de chances que ça se passe comme prévu. Donc, moi, plutôt que de leur expliquer et de leur dire, bah, vous n'allez pas, voilà, c'est un petit peu du temps perdu, puisque vous allez passer beaucoup de temps, mais sur beaucoup d'incertitudes. Moi, je leur ai fait jouer un jeu qui s'appelle le Big Payoff. Donc, on avait le patron de la France, on avait les directeurs d'usine, on avait les directeurs régionaux, les directeurs généraux. Donc, on avait grosso modo 25 personnes. Et on a mis les plateaux du Big Payoff. Ça, c'est un jeu que j'ai inventé, hein, mais il est en libre distribution sur le web. Et donc, les gens, le but, c'est qu'ils fassent une planification. Ici, on est sur des trimestres, donc on est sur une planification à 4 ans. À 3 ans, pardon, et ils ont des projets qui peuvent rapporter, qui durent un certain temps et qui rapportent une certaine somme. Donc la durée, c'est matérialisé par la taille de la carte, et puis ce que ça rapporte, c'est matérialisé par la somme qui est marquée dessus. Et donc ce projet, le gain du projet n'arrive que quand le projet est fini. Bien entendu, au fil des trimestres, il va se passer des événements. Les événements vont obliger les participants à refaire de la planification régulièrement à chaque trimestre. Et bien entendu, quand on regarde à la fin du 12e trimestre, si on prend la photo du tableau, la photo n'a rien à voir avec la photo qu'on a prise à la fin du trimestre 1 quand ils ont fait leur premier roadmap. Et donc, là, je n'ai pas pris la photo des vrais participants, j'ai pris une photo que j'avais fait expérimenter ça dans un Scrum Day à Paris. Mais voilà, donc ils discutent, ils positionnent, etc. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est à l'issue de ce jeu, donc quand on a fait le débrief avec les directeurs, il y en a un qui a dit, et les autres ont acquiescé, après avoir joué à ce jeu, on ne peut plus imaginer de faire notre séminaire comme on avait prévu avant. On ne va pas se réunir 5 jours pour planifier les 5 ans avec des projets et essayer de caler tous les projets pour que ça rentre, pour qu'on en fasse le maximum. Et donc, ils ont commencé à réfléchir sur comment pourrait-il gérer leur portfolio différemment, comment il fallait peut-être mettre un petit peu des boucles itératives pour avoir du feedback, tenir compte de ce qui n'allait pas se passer comme prévu, de tenir compte de ce qui n'était pas encore prévu, etc., etc. Donc là, le jeu a été un révélateur, effectivement, pour leur dire, on va changer quelque chose. D'accord ? Donc, en fait, c'est le travail qu'on voulait. Le résultat, on voulait qu'ils changent leur façon d'imaginer leur séminaire. Mais je pense que si on leur avait dit, on aurait eu des merci polis, des machins, etc. Mais ils seraient plutôt restés sur leur position. Donc voilà comment le jeu peut faire un certain travail, puisque ça va changer vraiment des façons de travailler. Un autre petit jeu, on a parfois, moi j'ai eu ça chez un client, donc je lance une équipe Scrum, tout va bien, il y a une seule équipe, il y a 5 équipiers, un Scrum Master, un Product Owner, tout va bien. L'équipe grossit, on passe à 7 équipiers, on passe à 9 équipiers, et puis à 9 équipiers, on voit que ça commence à se tendre, le fonctionnement dans l'équipe, il n'est plus tout à fait fluide. On passe à 10 équipiers, et à 10 équipiers, l'équipe n'a pas envie de se séparer, elle veut rester une seule équipe, donc on fait toutes nos cérémonies Scrum avec 12 personnes, donc 10 équipiers, Scrum Master, Product Owner, et la direction décide qu'elle veut accélérer le projet, ok, pourquoi pas, ça c'est la volonté, et que la moyen d'y arriver, c'est de rajouter des personnes dans l'équipe, donc rajouter des équipiers. Donc on sait qu'on va passer de 10 à 15 ou 16 équipiers à une échéance très très courte de quelques semaines, et toute l'équipe se dit, ça ne pourra pas fonctionner. D'accord ? Aujourd'hui, on a des rituels, ça fonctionne bien. Voilà, c'est un peu délicat là, on est un peu en sureffectif, mais ça fonctionne encore. On n'imagine pas du tout à 15. Donc ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on fait ?
Donc là, on peut tout à fait leur expliquer, bah voilà, il y a un framework qui existe, patati, je vais vous former au framework, etc. Et vous allez, et vous allez, vous allez après le mettre en œuvre, etc., etc. C'est pas du tout la démarche que j'ai choisie. Je me suis dit, eh ben, on va les laisser faire. Et là, j'ai utilisé un jeu très connu qui s'appelle Lego Force Scrum, pas dans un cadre de formation, d'accord? Pas dans un cadre de formation, mais bien dans un cadre d'apprentissage. Donc, ils ont commencé à jouer au Lego Force Scrum et on avait adapté les règles, etc. Et ils ont essayé d'abord à une seule équipe de 15 pour voir ce que ça donnait. Puis après, ils ont essayé eux-mêmes de faire 2 équipes. Puis après, ils ont essayé, ils se sont posé des questions, ils ont expérimenté les rétrospectives à 15, les rétrospectives en 2 équipes, mais en 2 équipes, comment on passait les informations d'une équipe à l'autre. Donc en fait, ils ont simplement reconstruit un framework qui ressemble plutôt à l'ES à l'époque, à ce moment, mais ils l'ont vécu. D'accord. Donc le jeu, ça a vraiment été un support non pas à l'apprentissage, mais voilà, trouvez vous-même, essayez des trucs. Vous avez envie de faire 2 rétrospectives? Allez, on fait une prochaine itération, vous essayez 2 rétrospectives. Vous avez envie de faire qu'un seul affinage backlog? Ok, on va essayer de faire qu'un seul affinage backlog à 15. Donc en gros, il y avait pas de préconisation. Je ne disais pas dans le Scrum, dans le Lego for Scrum, souvent on peut proposer des choses les unes après les autres pour petit à petit les enseigner. Là, c'était vraiment à eux, vivez des trucs. Et à l'arrivée, ils n'ont pas fait exactement du less, hein, bien entendu. Ils avaient adapté à leur contexte, à leur envie, à ce qu'ils sont, la façon de travailler. Voilà. Donc là, le jeu était vraiment en support pour faire vivre sur une après-midi des choses qu'ils auraient pu expérimenter en 6 mois. Parce que vous imaginez bien, on teste d'abord une rétrospective ensemble, puis on fait 2 rétrospectives, puis voilà, et on teste les choses. Bah ça, si vous faites ça sur chaque sprint, et si vous faites des sprints de 2 semaines, bah, il va vous falloir plusieurs mois pour pouvoir tout expérimenter. Là, en une après-midi. Voilà. Ici, j'ai eu un petit souci. Chez ce client, on a bien vérifié avec le patron qu'on pouvait sortir les Lego dans cette entreprise. Il y avait à l'époque on va pas dire une réticence, mais voilà, on a eu des remarques de certains directeurs, donc, mais comme on avait le soutien du patron, ça s'est passé. Voilà. Parfois, pour mettre des choses comme ça, il faut quand même vérifier aussi le cadre et que vous n'allez pas créer des choses, des situations délicates pour les participants surtout. Parce qu'après, vous bougez, mais il y a plein de jeux qui sont autour du mieux se connaître. Donc là, ici, c'est un jeu sur les valeurs d'équipe. Donc effectivement, on donne des cartes avec certaines valeurs, on demande aux gens de les trier. Sur la droite, là, vous voyez, on demande à chaque personne d'en garder que 5. Et puis après, on leur demande de mettre au milieu les 5 valeurs ou les 6 valeurs de l'équipe. C'est le résultat qui est à gauche. Donc voilà, donc ça, c'est des jeux très très intéressants sur lesquels voilà, on va faire discuter les gens, hein, apprendre à se connaître, qui ils sont, pourquoi j'ai mis telle valeur, pourquoi ça c'est important pour moi, etc., etc. Donc c'est très simple, ça joue autour d'une table, il suffit d'avoir les cartes. C'est très intéressant. Un jeu que j'adore, que j'ai pratiqué un nombre de fois aussi, c'est ce qu'on appelle l'engagement de cubes. Donc c'est un petit jeu où il faut empiler des cubes et on se découvre, enfin les équipiers se découvrent, découvrent surtout qu'ils ne s'engagent pas de la même façon. Et vous savez qu'en Scrum, hein, si par exemple si je reste dans Scrum, au début du sprint, on va demander à l'équipe de s'engager. Donc, on va demander à un collectif de s'engager alors que chaque individu a une relation différente vis-à-vis de l'engagement. Donc, il est très, très, très important d'en avoir parlé avant, d'avoir expérimenté des choses pour voir comment les gens s'engagent. Ceux qui marchent au challenge, ceux qui marchent à la sécurité, ceux qui, quand ils ont fini de faire leur engagement, ils en font un peu plus. Ceux qui, quand ils ont fait leur engagement, ils s'arrêtent. Bah oui, ils ont fait leur engagement. Il n'y a pas de mauvaise façon de s'engager, mais j'insiste, hein, comme on va leur demander de s'engager ensemble, il faut qu'il puisse faire. Et puis là, parfois, le coach, il doit être créatif. Je vais un jour chez un client, j'avais oublié les cubes et je devais animer le jeu des cubes. Et ben, en farfouillant vite fait, on est allé récupérer les gobelets de la machine à café et ça marche tout aussi bien. D'accord. On a empilé des gobelets de machine à café et on a déroulé le jeu exactement de la même façon. Donc voilà, petite astuce. Si vous n'avez pas de cubes, chopez les gobelets en plastique. Un truc intéressant. Ici, j'ai un client qui m'appelle un jour, qui me dit, moi, je suis un architecte de tout ce qui est électrique dans un avion. Et j'ai un diagramme UML, vous l'avez ici. Et en gros, ça fait plusieurs années, voire 10 ans que je travaille sur ce diagramme UML. Et à chaque fois que j'en parle à mes collègues, personne n'est intéressé. Donc en gros, moi, ce diagramme UML que je trouve ayant beaucoup de valeur, parce que ça décrit pas mal bien les choses, etc., les dépendances et tout,
On n'est pas UML pour faire du logiciel, on est bien au niveau architecture. Et il dit personne l'intéresse. Et il dit moi, est-ce que je pourrais travailler avec vous, imaginer un jeu pour les faire s'intéresser en fait à mon diagramme et qu'on ait des discussions sur le diagramme, parce qu'en fait j'ai aucun feedback. Faut imaginer quand il m'envoie le diagramme, hein, donc ça c'est le diagramme complet, vous imaginez, vous voyez la taille qu'il fait, et il y a un document d'accompagnement qui fait 104 pages. Rien quand vous recevez des deux trucs, vous avez envie de le lire, vous avez envie de vous y intéresser. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on décide d'utiliser une technique. On va utiliser des chaises et des plots de laine. Alors, je vais vous expliquer. Il y a un petit jeu avec les plots de laine qui est parfois un icebreaker. On demande à quelqu'un d'établir des connexions dans un groupe. Et donc, quelqu'un prend une pelote de laine, il prend le fil, il dit moi j'ai un chien. Et si quelqu'un d'autre a un chien, il lui lance la pelote de laine. Puis après, la personne qui l'a reçu qui avait un chien, il dit moi j'aime le ski. Et si quelqu'un dit j'aime le ski, il lui balance la pelote de laine. C'est pour montrer qu'on a des connexions dans un groupe, il y a des interactions, etc. Et ben, on a utilisé ça en fait dans son contexte. Donc, on a fait un cercle de chaises qui représentait les éléments principaux de son modèle. On a demandé aux participants de se mettre derrière les chaises et de représenter l'élément du modèle. Et puis, il avait des situations. Donc, sur la première photo, il y a à l'arrière, là, vous voyez des petits cercles sur le truc. C'est les 4 situations réelles. Hein. Une situation qu'on a dit, par exemple, parce que ça c'est vraiment arrivé, il est appelé par le Brésil. Quelqu'un lui dit, voilà, il y a un chien qui s'est échappé de sa cage dans les soutes. Il a arraché un filet de protection dans lequel il y avait des câbles électriques. Bon, lui est mort, hein, le chien est mort hein, parce qu'il s'est électrocuté. Et la personne dit l'avion me dit que tout va bien, est-ce que je peux rentrer à Paris? Voilà le type de question que cette personne doit répondre. Donc, il utilise son modèle pour voir les dépendances, les impacts potentiels, etc. et essayer d'imaginer que quand on a eu un gros défaut à un endroit, qu'est-ce que ça peut impacter et est-ce que lui peut donner l'autorisation à l'avion de rentrer ou pas. Donc, c'est quand même des questions assez sympathiques. Et donc, on les fait discuter. Et avec la ficelle, c'est pareil. On part d'un élément du système, hein, puisque là, on a parlé du harness, enfin du filet qui contenait les câbles. D'accord? Et puis, il y avait une des chaises, c'était ça. Et puis, petit à petit, ils se sont envoyés la balle. Et donc, petit à petit, on a tissé des liens sur les différentes choses. Bon, après, on a fait asseoir les participants. Et il y a eu un moment magique. Enfin, moi, je trouve magique. Il y a un moment où la personne du milieu, avec vraiment beaucoup d'émotion dans la voix, dit à tous ses collègues, vous vous rendez compte que vous êtes en train de travailler sur mon modèle. Parce que bien sûr, ils ont trouvé des défauts au modèle, hein, dans la discussion là. Parce que lui, il avait imaginé que le fil, il devait aller de là à là, et là, les gens dans la pièce ont dit, non, nous, on le voit plutôt là d'abord, etc., etc. Donc, il y a eu un vrai travail sur le modèle. Donc, pareil, là, on est vraiment sur de la ludification pour faire un travail. Ici, c'est susciter l'intérêt, travailler sur un modèle qui est plutôt, au premier abord, pas le plus sexy du monde. Voilà, donc on peut aller loin effectivement dans la création. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, voir que l'on peut tout à fait utiliser le jeu pour travailler, donc pour avoir des résultats très concrets. Et donc on a même un peu de temps pour des questions. Alexandre, est-ce que tu vois les questions ou tu veux que je te les Non, je peux aller voir les questions. Il y a des votes, alors tu peux dérouler peut-être de la plus populaire. Je te laisse mener. Je te laisse faire. Ouais. Que diriez-vous aux personnes qui disent ne pas aimer jouer? Alors, déjà, il ne faut pas les forcer. D'accord? Maintenant, on peut leur demander d'expérimenter, on peut déjà discuter. Moi, ce que j'ai identifié le plus souvent, les gens vous disent qu'ils n'aiment pas jouer parce qu'en fait, ils ne veulent pas jouer. Parce que là, je reviens à la citation de Platon. On apprend beaucoup de choses, beaucoup plus en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Et généralement, dans un jeu, les gens ont du mal à garder la maîtrise de toutes leurs émotions, de toutes leurs paroles, etc. Et il y a des gens qui, d'un point de vue professionnel, sont énormément sous contrôle. Ils se contrôlent eux-mêmes d'un point de vue professionnel. Ils contrôlent ce qu'ils disent, ils contrôlent ce qu'ils font, etc. parce qu'ils veulent, je sais pas, se donner une image d'eux-mêmes d'une certaine façon. Parfois, ils ont peur du jeu, simplement parce qu'ils ont peur de se trouver effectivement en situation, ils vont complètement lâcher prise. Et peut-être on va avoir des facettes d'eux, et c'est des facettes qu'ils n'ont pas envie de montrer. Pour des bonnes ou mauvaises raisons, j'ai pas à juger. Donc voilà, donc les personnes qui n'aiment pas jouer, on peut aussi travailler en tête-à-tête, hein. Voir avec eux si ils ont jamais joué. Ça m'étonnerait que quand ils étaient enfants,
voilà, il n'est jamais joué. Voilà, on peut essayer d'imaginer, de discuter avec eux quand ils font un jeu, peut-être dans leur vie perso, hein, peut-être qu'ils jouent aux cartes avec des amis, peut-être qu'ils jouent à la pétanque l'été, voilà, donc ils jouent. On peut peut-être aussi discuter avec eux des émotions que ça génère chez eux, de l'aspect positif, et petit à petit de les inviter à jouer. Moi, après, j'ai une autre astuce qui est, je valorise énormément la posture de l'observateur. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui jouent et il y a des observateurs. Et les observateurs, très souvent dans les jeux, ils ont une petite fiche pour les observateurs avec des choses à regarder. Et lors du débrief, les premières personnes à qui je donne la parole, c'est l'observateur. Ce qui fait que quelqu'un qui ne veut pas jouer, qui n'aime pas jouer, il peut tout à fait se mettre dans une posture d'observateur et je lui demande un autre travail. C'est un travail de coaching, si vous voulez, d'analyse de situation. Voilà, et puis de débrief en premier. Et donc, ça peut tout à fait marcher avec des gens qui n'aiment pas jouer, entre guillemets. Comment faire un Lego Force Scrum en digital? J'en ai aucune idée. Et par contre, il y en a qui ont documenté ça sur le web. Je vous inviterai à chercher. Moi, je ne l'ai jamais fait, j'en ai aucune idée. Quels sont les meilleurs outils ludiques pour animer des réunions à distance? Celui que vous maîtrisez le mieux. Je suis désolé, la réponse, elle est simple. Moi, j'ai choisi Klaxoon. C'est pas le meilleur. Quand je discute avec les copains qui utilisent du Miro, du Mural, par exemple, etc., ils ont des fonctionnalités que j'adorerais avoir dans Klaxoon et que je n'ai pas aujourd'hui. Par contre, j'ai fait un choix de Klaxoon. Je me suis spécialisé dans Klaxoon. Il y a un choix, et pourtant ça coûte plus cher. Hein. Bon, voilà, parce que c'est un produit français, voilà. Allez, je vais être côté un petit peu francophile. Mais donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi Klaxoon. Est-ce que c'est le meilleur outil? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a des meilleurs outils? J'en sais rien. Franchement, moi je m'adapte au contexte. Hein. Moi je fais toutes les choses à distance au niveau des visios. Il y en a qui adorent Zoom, il y en a qui adorent Teams, il y en a qui adorent Google Meet, Jitsi, machin, etc. Prenez celui que vous maîtrisez. N'essayez pas de tous les apprendre. Donc je ne vais pas recommander un meilleur outil. Franchement, voilà. Moi à titre personnel, beaucoup de Google Meet et du Klaxoon. La photo que je vous ai montrée pour le séminaire là, de la semaine prochaine, il est fait sous Klaxoon, par exemple. Il vaut donc mieux féliciter les personnes qui respectent plutôt que de punir ceux qui ne respectent pas. Moi, je ne sais pas, il y a 7 votes, donc il y a la personne qui a fait le commentaire et les gens qui ont voté. Vous préférez qu'on vous sanctionne ou qu'on vous punisse, ou vous préférez qu'on vous félicite? Qu'est-ce qui marche le mieux? Si pour vous, ce qui marche le mieux, c'est la sanction, à ce moment-là, appliquez la sanction. Si ce qui marche le mieux, c'est la félicitation, appliquez la félicitation. Moi, à titre personnel, mes 3 enfants sont grands maintenant, mes enfants, je ne les ai pas sentis très réceptifs à la sanction. Hein. Je les ai sanctionnés aussi. Il y a des fois, ils ont fait des trucs inadmissibles. Enfin, inadmissibles. Au-delà de l'acceptable, on va dire ça comme ça. Et il y a pu y avoir des sanctions. Des sanctions privées de sortie ou privées de machin. Après, chaque parent fait à sa façon. Hein. Maintenant, moi, je suis plutôt allé sur la félicitation. J'ai plutôt travaillé effectivement sur valoriser ce qu'ils ont fait, les inciter à en faire plus. Ma dernière fille a monté sa boîte, là, elle avait même pas 20 ans, et elle vend des choses en ligne. Voilà, elle a arrêté les études et elle vend des choses en ligne. Et moi, un des messages que je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit dépêche-toi de le faire parce que ça va rater. Et je lui ai dit je te souhaite pas de rater. Par contre, je t'invite en général, la première fois qu'on fait quelque chose de très nouveau et qu'on est jeune et voilà, il est probable, les probabilités que ça rate sont plus importantes que ça réussisse. Il y en a qui réussissent, hein, voilà. Mais donc je lui ai dit, par contre, mets-toi dans un mécanisme, essaye d'identifier dans tout ce qui aura peut-être pas marché, ou plutôt même regarde plutôt ce qui aura marché et essaie de t'appuyer dessus pour la deuxième sautée qu'il va créer, puis la troisième. Elle en est à sa 4e. Il y en a qui ont très bien marché, qu'elle a revendu et elle montre d'autres choses. Donc, c'est la félicitation, c'est dans le sens s'appuyer sur ce qui marche. D'accord? On peut toujours essayer de résoudre les problèmes. Mais moi, il y a un copain qui s'appelle Stéphane Bijard que j'adore, qui me dit qui a fini par écrire un livre, j'ai pas le titre, mais il disait il y a quelques années que s'il allait écrire un livre, il avait le titre, c'était arrêter de regarder ce que vous regardez se développe, arrêtez de regarder les problèmes. Et c'est vrai que quand on est dans un mode je cherche les problèmes, je veux améliorer, je suis plutôt dans le négatif, ça peut marcher aussi. Moi, je suis plutôt dans le mode inverse, donc je suis plutôt pour féliciter les personnes. Voilà. J'essaie de travailler, par exemple, dans tout ce qui est rétrospective, j'essaie de travailler plutôt les types solution focus, les choses comme ça, appreciative inquiry, voilà, ce type de technique, plutôt que d'aller vraiment gratter les 5 raisons du pourquoi ça n'a pas marché. Le mot travail vient de tripalium.
Ah ouais, mais il a plus. Tout le monde n'est pas d'accord, hein. Si, moi, Cyril, j'ai vu, si tu regardes, il y a des. Enfin, moi, je suis pas du tout expert là-dedans, hein, mais j'avais lu des trucs il y a quelques temps et tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Voilà. Maintenant, un autre mot pour désigner notre activité professionnelle, je ne sais pas. Non, j'avoue que je n'ai jamais réfléchi à ça. Ça aurait été une proposition. Il n'y a rien qui me vient de façon assez naturelle. Voilà. Moi, je sais que le truc, par exemple, si je reviens sur les enfants, un truc que j'avais vu dans une conférence et qui me reste en tête depuis longtemps, quelqu'un disait en France, parfois quand votre enfant part à l'école le matin, vous lui dites travaille bien. Et dans certains pays anglo-saxons, ils leur disent, les parents disent aux enfants have fun. Et moi, moi, je trouve ça très, très marquant, en fait, dans notre culture. Effectivement, travaille bien, d'accord. Donc, dans le sens, il faut faire des efforts. Donc, en gros, tu vas te faire chier à l'école. D'accord. Parce que travailler est associé à des choses plutôt négatives. Enfin, négatives. L'argent, le truc positif, etc. Mais quelque part, c'est pas associé au plaisir. C'est pas. Donc, vous pourriez effectivement dire, je ne sais pas si vous si vous ne travaillez pas, est-ce que vous pourriez, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il n'y a rien qui me vient, franchement. Si quelqu'un dans le chat a une idée, qu'il n'hésite pas. Est-ce qu'il y a une version en ligne de ce Big Payoff pour du distanciel? Eh ben non, il faudra apprendre à pêcher. Je ne peux pas te nourrir avec des poissons, Régis. Donc, tu peux le créer, bien entendu. Tu es le bienvenu. Et puis, et bien sûr, si tu me le partages, moi, je le partagerai aussi sur le blog où il y a le jeu. Non, à ma connaissance, le Big Payoff n'existe pas en distanciel. Mais alors, franchement, c'est un jeu qui peut se faire en distanciel. J'ai pas eu besoin de le faire dernièrement, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en distanciel. L'apprentissage par la punition est comme un vieux réflexe archaïque. Ne serait-il pas intéressant de diffuser cette manière d'avancer dans notre système éducatif? Très bonne idée. Donc Fabrice, c'est quoi ta première action pour faire ça? Mais là, dans le sens, oui. Maintenant, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. Il y a pas mal de gens dans la communauté, enfin pas dans la communauté agile, mais il y a des gens comme Steve Ebert qui sera là cet après-midi, des gens comme Damien Roquel, etc., qui travaillent, qui ont fait des choses intéressantes. Ils font des formations pour les enseignants. 50 € la journée ou les 2 jours, pour vous dire le tarif. Le but, c'est d'aider les enseignants dans cette période où on est passé à l'apprentissage en distance, effectivement, de faire des choses. Et en particulier, il y a aussi ce côté positif, etc. Donc, on peut parler de CNV ou d'autres choses. Voilà, donc il y a des gens qui font des choses concrètes à leur niveau. D'accord, hein, vous imaginez qu'ils font quelques sessions par an, donc ils ne vont pas former tout le système éducatif. Voilà, il y a d'autres personnes qui sont parties sur les écoles Montessori, des choses comme ça, qui essayent à leur niveau des choses différentes. Après, comme disait Alexis tout à l'heure, hein, commençons par changer des choses à notre niveau, et puis petit à petit, la soupe, voilà, ça va bouger, ça peut se répandre. Mais il n'y a pas de solution magique. Comment amener ça dans un cadre professionnel, jugeant le jeu comme puéril, infantilisant? Alexandre, Oui, c'est fini peut-être, c'est Sophie. la dernière question. Et après, pour qu'ils aient 5 minutes de battement avant la prochaine conférence, c'est la dernière question? Ça roule. Voilà. Ouais, Herman, c'est toujours compliqué, ça. Il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Ça, c'est clair. Si quelques personnes jugent le jeu puéril, il y a peut-être des jeux assez légers. Je veux dire, animer une réunion avec des post-it, mettre un petit système de jeu, voilà, ou faire un icebreaker, voilà, dans la réunion pour voir ce que ça donne. C'est une façon de tester le terrain. Voilà, tu peux tout à fait expliquer que moi je sais que j'explique la démarche du jeu, hein, c'est-à-dire que je ne l'ai pas dit aujourd'hui, parce que ce n'était pas une analyse du mécanisme des jeux, cette session, mais le débrief est le truc le plus important. D'accord? À part vraiment les inclusions, les icebreakers, qui sont peut-être juste des jeux où il n'y a pas de débrief, pour moi, pas forcément de débrief, il n'y a pas de débrief pour moi, d'ailleurs sur une inclusion, un icebreaker, c'est juste pour créer quelque chose. Tous les autres jeux se débriefent, donc tu peux essayer d'expliquer aussi aux personnes qui ont de la réticence que c'est un outil d'apprentissage, c'est un outil de transformation. Voilà, on va débriefer, il y aura des observateurs, tu peux faire, voilà, essayer de donner un petit argumentaire un petit peu carré pour peut-être rassurer qu'ils ne vont pas juste jouer. Donc bien expliquer l'objectif que tu attends du résultat du jeu, quoi. Le jeu, c'est pour faire un travail, c'est le titre de la session, jouer pour travailler. Donc voilà, voici le résultat que tu vas obtenir. Et
Alors, moi, j'ai pas trop eu de soucis. Moi, j'ai pas trop eu de soucis dans mes expériences à moi. J'ai eu des gens réticents. Je me suis toujours plutôt appuyé sur ceux qui avaient envie. J'ai demandé les autorisations. Je me rappelle une des premières missions. J'étais chez un client. L'équipe fait un poker planning. Le responsable de l'équipe vient me voir juste après et il me dit Alexandre, je sais exactement ce que tu fais et à quoi ça sert. Par contre, est-ce que tu pourrais faire ça dans un bureau qui n'a pas de fenêtre? Juste parce que les autres managers passaient dans le couloir, voyaient une équipe qui jouait aux cartes et faisaient. Là, ça devient vraiment n'importe quoi l'agilité. Voilà, et donc on a joué dans une salle fermée, bien sûr. Voilà, pour rester dans le timing, je vais vous remercier toutes et tous de votre participation et vous souhaiter une bonne suite de la conférence. Moi, je suis là toute la journée, je vais me balader à droite, à gauche. Si vous avez envie de me poser des questions, n'hésitez pas, essayez de me retrouver quelque part ou envoyez-moi un petit chat personnel en me disant je suis là et je viendrai.